Haydn, symphonie en mi bémol. Dans l'introduction, je varie. Il y aura un moment où je bats en croche. Sans ça, je bats en noir, très large. S'il vous plaît. Très douce. Dans l'adage, après le départ, je tiens la blanche pointée, la blanche plutôt, fortée, c'est pas un, deux. Maintenant, respirez avec moi avant de prendre le piano. Respirez avec moi avant de... Je vous marque l'endroit où vous lâchez la blanche et après ça, vous prenez le piano. Parce que sans ça, ça fait baveux. Et puis... Dans de pareilles suites de notes, ne jamais traîner. Là, je marche. De nouveau, respirez. La, sol, mi, fa. Et là, pas de crescendo, vous restez piano. De nouveau. Maintenant, largement. Ça, c'est large. Je bats les croches tranquillement. Et puis, dans les triples croches, vous savez, là, vous les faites exact. C'est ça. Alors, prenons au forte.
Un instant. Ne craignez pas. Avant la lettre C, messieurs, avant la lettre C, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mesures. Et puis aussi, 1, 2, 3 mesures avant. De donner un peu d'emphase à ce départ-là. C'est drôle parce que chez Haydn, c'est très rare ça. Chantez ça, n'est-ce pas? Ça fait tout d'un coup un peu romantique, mais c'est une prémonition du romantisme chez Haydn, n'est-ce pas? Il faut que ça fasse sentir tout d'un coup cette chose inattendue. Et le diminuendo avancé, davantage marqué, davantage. Tout ce qui est proche, messieurs, pas trop fort, il y a très net, mais laissez les accents se produire sur les blanches dans les syncopes. Si toutes les croches sont fortes, alors ça les efface, ça les diminue. Voilà, donnez-moi la double barre. Double barre. On parle souvent de la symphonie comme d'une forme fixée. On parle de la forme du premier allegro symphonique, de la forme du mouvement lent, de la forme du menuet, de la forme du final qui peut être un rondeau ou de nouveau une forme sonate ou une forme variation. Mais il faut bien se dire que ça, ce sont seulement des schémas formels, ce ne sont pas des formes. La forme véritable est chaque fois à inventer, elle a chaque fois un caractère individuel. Et c'est ce caractère individuel que Haydn était en train de créer. À mon avis, le langage symphonique est né avec Haydn. Et c'est lui qui en a exploré les possibilités. Eh bien, c'est extraordinaire de voir à quel point chaque symphonie a une individualité marquée, à quel point, en même temps, chacune de ces symphonies est une sorte vraiment, a une virginité particulière. C'est une naissance du langage. Une naissance du langage à divers propos, n'est-ce pas, de diverses manières, mais une véritable naissance. Et alors, tout l'intérêt de l'interprétation réside à retrouver la fraîcheur qu'avait justement cette naissance et qu'avait la symphonie à ce moment-là. Mais au moment où nous faisions ces enregistrements, tous nos musiciens ont remarqué qu'au fond, dans ces premières symphonies de Haydn, on trouve tous les tournants harmoniques qui ont illustré la musique pendant un siècle ensuite, qu'on retrouve chez Beethoven, chez Brahms, chez Schumann, etc. Mais ils sont là en germe chez Haydn. C'est incroyable ce que cet homme a découvert. Voilà, un instant. Je voudrais que vous donniez un peu plus de grâce à ceci. Un peu plus, l'archet un peu plus long. Fouetté sur la corde. N'est-ce pas? Pour que ce soit moins marqué. Et un peu plus flautando. Prenez bien garde de toujours appuyer seulement le quatrième temps, pas le premier. Et
Oui, faites, appuyez un petit peu plus, mais bien sûr, ti-a-di-a-da, ti-a-di-a-da. Parce que vous êtes tout seul. S'il vous plaît. Adage. Ah, pardon. La petite note, les petites notes à la quatrième mesure longue. Ti-lo. Le tri commençant avec la note supérieure. Ta-ti, a-o, ta-ro, ta-ra-ro. Voilà. Simplement trois triple croche exactement, je crois. Ta-ra-ra, deux. Tom, ta-ra-ro, ta-ti, a-o, ta-ra-ro. L'interprétation de ce qu'on appelle les notes d'agrément, c'est-à-dire les notes qu'on écrit en petits caractères dans un texte musical, a changé avec le temps. N'est-ce pas? Pendant longtemps, ces notes d'agrément étaient à faire sur le temps. Et peu à peu, on a fait de ces notes d'agrément des notes qui se produisent avant le temps. Très souvent, chez Chopin, par exemple, les notes d'agrément se font avant la note principale. Alors, il s'agissait pour moi de rappeler à mes musiciens que dans le cas particulier, ils avaient à se faire sur le temps. Alors, si on exécutait tout simplement ces notes comme elles sont écrites conventionnellement par Haydn en deux doubles croches, on aurait un mouvement trop lent. Donc, je leur ai dit de faire des triples croches qui rentraient dans le cadre de notre tempo adagio, mais en leur recommandant de faire la première, de mettre l'accent sur la première de ces notes et pas sur la dernière. Je peux vous montrer ça au piano. Vous vous rendrez compte tout de suite de ce que ça donne. Je vous reprends. Ici, j'ai fait les petites notes avant le temps. Je vais les faire maintenant sur le temps. Vous voyez que ce donne au motif un élan, un appui qu'il n'avait pas dans le précédent cas. Et c'est évidemment ce que Haydn a voulu. Je sais que c'est bien ainsi qu'il entendait ces petites notes, nous le savons par les écrits du temps, mais le sens musical nous l'indiquerait aussi. Je voudrais les deux hautbois plus clairs. Dom, to, to, ro, ro. Maintenant, les seconds violons, il se trouve que vous arrivez en tirant sur la troisième mesure, parce que je suppose que vous faites tam, pam, et puis mi, ré, do, si, la. Eh bien, c'est dommage, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça me fait un accent là où j'en voudrais pas. Encore une fois, s'il vous plaît. Basse. Voyez-vous, cette entrée des basses est tellement solennelle, il faut que vraiment on sente que quelque chose se passe. Il y a un monsieur qui entre et tout d'un coup on tire son chapeau. Pas? On est tous très doux et tout d'un coup on entend les basses. Oh. Il faut que ce soit saisissant cette entrée des basses. S'il vous plaît.
Ma vocation première a été la musique. Je suis donc venu plus tard aux mathématiques. Mais il n'est pas surprenant que j'y sois venu, car entre la musique et la mathématique, il y a un parallélisme absolu. Et comme toutes les parallèles, elles ne se rencontrent jamais. D'autant moins que l'une a pour siège l'activité du sentiment, l'autre celle de la pensée réflexive, c'est-à-dire de l'intellect. Le fait que le rythme musical est mesuré n'y change rien, car en réalité, sa mesure est cadentielle, et la cadence rythmique est une chose que l'on sent, sans avoir besoin de compter. En tout cas, je ne compte jamais, mais je sens intérieurement la cadence qui sous-tend le rythme et le tempo qu'elle détermine. En tout cas, moi, j'ai entendu votre tempo. Tic, 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 n'est-ce pas? Non, c'est très bien. Le rythme musical est fondé sur la cadence. Les premières valeurs de durée sont toujours des valeurs binaires ou ternaires. C'est ou bien une noire pointée. Ou bien, si on l'écrit en 8, une croche ou une croche pointée, une blanche ou une blanche pointée. Sur cette blanche pointée, enfin sur ces valeurs élémentaires, prennent forme des cadences. La cadence est la manifestation en extériorité d'un mouvement d'équilibre vital ou d'équilibre corporel. Aspire, expire, diastole, systole, levé, posé, abduction, adduction. C'est la cadence qui pose la durée, mais c'est les articulations internes de la cadence qui déterminent le mètre, qui déterminent la valeur métrique, n'est-ce pas? Oui. Lorsque je compare la cadence musicale à une cadence respiratoire, bien entendu, je ne veux pas dire que l'auditeur ou même le compositeur respire avec sa mesure, mais je veux dire que la mesure est en quelque sorte ce par quoi se signifierait un sujet imaginaire. Par exemple, si vous avez un mouvement d'allegro, c'est l'image d'un homme qui respire, tandis que si vous avez un andante, c'est l'image d'un homme qui respire d'une manière beaucoup plus tranquille, qui est dans une attitude contemplative et qui respire, n'est-ce pas? Mais bien entendu, au moment où vous entendez la musique, vous n'avez pas besoin, pour la comprendre, de respirer comme ça. Mais sur ce fond cadentiel se déroule la ligne mélodique. Or, la ligne mélodique, c'est comme nos phrases qui se développent sur le fond de notre respiration, ou bien c'est comme nos gestes qui se développent sur le fond des minutes de la vie qui passent. C'est-à-dire, ça a aussi une forme cadentielle, mais beaucoup plus ample. Et cette forme cadentielle consiste à grouper les motifs en phrases et les phrases en périodes, et finalement à élaborer par l'ensemble de ces périodes la forme globale de l'œuvre. Or, on ne peut véritablement rendre la teneur d'une œuvre musicale que si l'on fait sentir à l'auditeur à la fois ce grand rythme de la ligne mélodique générale et en même temps les rythmes internes qui la nourrissent. Alors toute la question est là, c'est de faire en sorte qu'ils sentent la continuité du tempo qui nous porte du commencement à la fin de l'œuvre à travers toutes ces mesures qui peuvent être changeantes. Malheureusement, chez les exécutants actuels, il s'est fait un mouvement vers un métrisme de plus en plus prononcé, n'est-ce pas, qui fait précisément oublier et perdre de vue la cadence de la musique. Et ça, c'est complètement faux parce que ça donne à la musique un caractère mécanique qu'elle ne devrait pas avoir, tandis que la cadence lui conserve le mouvement, un caractère vivant. C'est notre temps interne qui se réfléchit dans le rythme musical. Par conséquent, ce temps interne est cadentiel, il n'est pas métrique. C'est si nous étions des robots qui seraient métriques. Si nous étions des poupées mécaniques, alors il serait métrique. Si vous avez par exemple la poupée de Petrouchka, si je joue Petrouchka, je joue très métrique parce que je fais la musique d'une poupée. Mais si je joue par exemple la boîte à joujoux de Debussy, eh bien la poupée de Debussy est une petite fille vivante.
J'ai entendu votre tempo. Tic, 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 n'est-ce pas? Non, c'est très bien. Non, 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 c'est vous qui l'êtes. Un, deux, un, pas, un, pam, 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 pim, pam, pim. Alors, excusez-moi. Nous allons reprendre, Sylvia. Nous reprenons à deux, hein? Deux. Alors, faisons une fois le 11. Le 11, vous savez. 11. Que fait le chef? Il indique par un geste du bras la cadence sur laquelle se modèlent les rythmes. Comme sur cette cadence fondamentale se modèlent dans l'orchestre toutes sortes de cadences et de rythmes divers, le geste du chef se doit d'être schématique. Et c'est ce schématisme du geste
que la baguette permet d'indiquer d'une manière plus précise et plus ample, plus puissante que la main. Sans baguette, il est tenté de dessiner avec ses mains le rythme de la musique, ou bien de purement et simplement marquer des temps, ce qui ne suffit pas à imprimer au mouvement musical une impulsion motrice. Un slogan s'est répandu selon lequel le chef d'orchestre doit se borner à faire exécuter ce qui est écrit. C'est confondre la lettre et l'esprit de la lettre. Le texte musical n'est en effet qu'un schéma abstrait des structures tonales. Il y manque l'essentiel, à savoir ce sentiment dont la musique tout entière est faite, qui y prend forme mélodique et harmonique par le rythme et le tempo, et dont le texte n'est qu'une image statique. Une exécution stricte du texte ne communiquerait qu'une image de la musique purement statique et dépouillée du dynamisme interne que constitue le sentiment harmonique vécu dans le tempo. Seulement ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas reproduire dans les sons le dehors de la musique sans que le dedans lui reste attaché. Ils sont inséparables l'un de l'autre. Lorsque je dirige, mon regard est donc dirigé vers ces lignes mélodiques qui apparaissent sur les sons dans un espace imaginaire, et je suis du regard, dans ces lignes mélodiques, le mouvement de sentiment harmonique qui m'anime à ce moment-là. Au moment où je dirige, je suis donc effectivement occupé intérieurement par le sentiment dont la musique est faite. Du même coup, il dicte mon geste qui tente à communiquer aux musiciens l'impulsion rythmique cadentielle qui leur permettra d'exécuter la musique comme ils y ont été préparés dans nos répétitions. D'autre part, mon regard accompagne aussi mon geste pour établir une entente tacite entre eux et moi. Ainsi, c'est eux qui exécutent, mais leur exécution est guidée, à travers mon geste, par le sentiment que j'ai de la musique qui m'a dicté tout ce que je leur ai dit dans les répétitions en ce qui concerne le phrasé, les accents, les valeurs sonores. Cela veut dire qu'à chaque moment de son exécution, le chef sait où il en est, il sait où il va, il possède intérieurement la conduite de son cheminement mélodique. Dans cette situation, la partition qu'il a sous les yeux ne fait donc que montrer au chef ce qu'il attend venir, ce qui s'annonce déjà pour lui. Elle ne lui apprend rien, rien qu'il ne sache déjà, mais elle lui est utile cependant, parce qu'elle met sous ses yeux, à point nommé, le détail des chemins mélodiques dont il suit en lui le cours, mais s'il n'a plus de partition, il a vraiment l'air de tirer la musique de lui-même et de la faire surgir de l'orchestre par la magie de ses gestes. À ce moment-là, il devient non seulement le centre du spectacle, mais il devient lui-même un spectacle, et voilà pourquoi j'ai toujours une partition devant moi, même lorsque je ne la feuillette pas, car je dirige pour les musiciens et non pour le public. Je suis là pour communiquer au public la musique, non le spectacle de ma personne, et je voudrais qu'il n'y ait pas d'équivoque à ce sujet. Je battais à 4. Ta, pam, ping, pam, pam. Je battais à 4 double mouvement. Donnez-moi. N'est-ce pas? Je battrai à 4 temps, l'avant-dernière mesure. Oui, double. Double mouvement, c'est ça. Je vais le faire une fois. Oui. C'est le 15. Faisons, prenons le numéro 21, s'il vous plaît. 21. Le 21. C'est ça, très bien. Eh bien, le larghetto, le lento plutôt, le lento.
ce que nous appelons musique occidentale, qu'on appelle couramment la grande musique, n'est-ce pas, est une musique de culture. Et là où elle s'est produite, la musique populaire a automatiquement disparu. Elle a été remplacée par cette musique de culture. En Allemagne, il n'y a plus de folklore. Il n'y a que la grande musique, et puis alors, des musiques simples qui sont issues de la grande musique, mais qui ne sont plus ce qu'est le folklore. Tandis que les peuples chez lesquels le folklore s'est maintenu, les Russes par exemple, et les Espagnols, n'avaient pas de grande musique, parce que précisément le folklore suffisait à leurs besoins musicaux. Mais la grande musique s'y est produite à la faveur de certains mouvements culturels. Alors, au moment où la musique occidentale était essentiellement religieuse et catholique, il y a eu un grand mouvement de musique religieuse et catholique à l'époque de Victoria en Espagne. Ensuite, il y a eu un mouvement de musique savante aussi dans la cour, par les luthistes, les clavecinistes de la cour d'Espagne. Mais une fois la vie moderne entrée en jeu, à ce moment-là, il n'y avait plus de motif pour cette musique de culture et il ne subsistait plus que la musique populaire. Sur cette musique populaire s'est alors développée la zarzuela, n'est-ce pas, l'opérette espagnole bien connue et populaire. Seulement, vers la fin du XIXe, au moment où le nationalisme musical se développait, alors s'est fait sentir de nouveau chez les musiciens espagnols un besoin d'une musique de culture qui exprime en quelque sorte l'hispanisme, le sentiment national espagnol. Ça a été Granados et Albéniz, suivi par Falla. Et on trouve ça dans la plupart des autres pays. Ce qui est très caractéristique, c'est précisément que l'Espagne est en quelque sorte symétrique de la Russie. C'est une chose très curieuse que Falla, par exemple, remarquait qu'il se sentait très proche de Rimsky-Korsakov, que sa manière d'orchestrer était très proche de la manière d'orchestrer des Russes. C'est pourquoi il était aussi proche de Stravinsky, n'est-ce pas? Et il y a là un phénomène tout à fait, deux phénomènes parallèles. La musique de culture s'est développée en Russie sur le fond de la musique populaire à un moment donné de leur vie de culture. Et il en a été de même en Espagne. C'est ça, je vois ça. Eh bien, voyons le final. Le troisième mouvement.
Face à la musique contemporaine, vous connaissez ma position. Tant que la musique contemporaine m'a paru explorer de nouvelles voies, mais rester de la musique, j'ai jugé nécessaire de la faire connaître au public. Mais lorsqu'elle m'a paru dévier des voies de la musique pour entrer dans des expériences spéculatives qui en rendaient le langage hermétique ou incompréhensible, je me suis abstenu de la suivre et sur ce point, il fallait bien que je recoure à mon propre jugement. La musique, pour moi, a toujours été du sentiment vécu. Quoi que vous fassiez avec nos sons musicaux, pourvu qu'ils forment des lignes mélodiques selon certaines lois que l'on appelle les lois de la tonalité, l'événement sonore prendra en vous un certain sens affectif. Tant que la musique répondait aux lois de la tonalité, elle était pour l'auditeur, à l'expérience auditive, un langage aussi clair que le langage parlé. Les intervalles perçus sont des logarithmes et toute la question est de savoir quelle est la signification psychique que prennent ces logarithmes dans l'expérience musicale. Autrement dit, ce qui compte n'est pas le nombre comme tel, mais la signification affective qu'il prend pour la conscience musicale. C'est ce que je me suis efforcé de mettre en lumière dans mon livre et c'est pourquoi j'ai mis tant d'années à le mener à chef. Car j'ai dû d'abord chercher pourquoi les intervalles perçus étaient des logarithmes et non pas simplement des rapports de fréquence. Puis quel était le système des logarithmes de la conscience auditive dans le cas des sons musicaux? Et enfin, quelle était la signification affective de ces logarithmes? Or, une bonne partie de la musique contemporaine s'est évadée des lois tonales et toute une école a substitué aux lois tonales une autre loi, dite sérielle, conçue non seulement pour échapper à la tonalité, mais pour éviter les tournures tonales. Il est clair, alors, que l'auditeur ne peut pas retrouver dans la musique ainsi fabriquée l'évidence de sens que lui offrait la musique tonale. Parce qu'effectivement, cette musique est incompréhensible, car elle n'est pas organisée selon la seule syntaxe qui fait de la langue musicale une langue claire à l'audition. Pour défendre la musique échappant aux lois tonales, ces adeptes recourent à la pensée théorique, alors que la langue musicale a sa raison d'être dans le sentiment, et dans un sentiment vécu qui met la pensée en vacances. La musique romantique, le soi-disant impressionnisme et même la polytonalité, bien loin de rompre avec le passé, était la continuation de l'histoire, une extension naturelle du champ d'expression musicale, tandis que la tonalité, et avec elle la dodécaphonie, étaient des voies d'aberration. Une musique dont le langage est simplement du charabia. C'était elle qui arrêtait le cours de l'histoire et opérait une rupture dans les voies historiques du langage musical. Telle a été du moins ma conviction, bien avant que j'entreprenne une phénoménologie de la musique. Et cette conviction dictait ma conduite. J'avais dû lutter contre l'opinion générale pour introduire dans nos programmes Honegger et d'autres, et j'avais dû attendre une quinzaine d'années ou plus pour voir reconnaître le bien fondé de ces initiatives. En présence de la musique sérielle, j'avais à lutter de nouveau contre l'opinion, mais en sens inverse de la première fois. Et la situation me paraissait beaucoup plus grave, car je ne pouvais plus attendre l'avenir pour voir se justifier mon attitude. C'est pourquoi, en définitive, j'ai écrit mon livre. Si mon attention se porte aujourd'hui vers les grandes œuvres classiques, mon attitude générale face à la musique n'a pas changé. Seulement, voici ce qui s'est passé. Dans les 20 premières années de l'activité de l'orchestre roman, il se trouvait que nous étions à un moment de grande révolution dans la musique, c'est-à-dire un moment où se produisaient de nouvelles œuvres musicales qui amenaient des changements profonds dans les structures mêmes de la musique, puisqu'on y exploitait d'une manière tout à fait nouvelle ce que nous avons appelé depuis la polytonalité. N'est-ce pas, les œuvres de Stravinsky, de Honegger, de Hindemith, après la Première Guerre, étaient des nouveautés absolues, des nouveautés même qui répugnaient à beaucoup d'auditeurs. Or, comme je sentais qu'il y avait là un renouveau important, j'étais obligé, naturellement, d'y accorder une grande attention. J'étais d'autre part préoccupé
par trouver vraiment le style d'exécution qui convenait, disons, à Debussy, à Ravel, à Stravinsky, et enfin à beaucoup de musique contemporaine. On ne peut pas alors avoir son attention à la fois portée sur tout. À ce moment-là, je jouais tout de même des classiques. Mais je dois bien l'avouer, mon attention était absorbée par ces problèmes nouveaux que posaient les compositions nouvelles. Mais cette période est achevée maintenant. Et il ne se produit plus dans l'ordre de la composition de ces nouveautés qui nous obligent à nous poser de nouveaux problèmes. Par conséquent, je puis reporter toute mon attention sur l'essentiel de la musique, sur les œuvres classiques, et j'y ai voué toute mon attention pendant ces 10 dernières années parce que c'était la principale chose que j'avais à faire. Cette longue vie m'a permis de mûrir ma vision de la musique, mon sentiment de la musique, et d'arriver, en somme, à une vision qui, pour moi, est définitive. On dit que les voyages forment la jeunesse. Eh bien, les voyages à travers tous les genres de musique que l'on peut rencontrer et à travers les décades musicales avec les changements d'esthétique qu'elles comportent, finissent par vous faire acquérir une vision de la musique, si je puis dire, en son essence profonde. C'est-à-dire qu'on échappe à ce moment-là aux esthétiques particulières, au point de vue particulier, et on finit par avoir le sens général, ce que je pourrais appeler de l'éthique musicale, de ce qu'est la musique en son essence même. C'est ça, un instant. Je voudrais prendre le motif des hautbois encore dans le tempo, mais en accentuant bien la levée. Pam, 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 pam. Tam, taram, pam, pam. Et après ça calme. Le trio avec l'entrée.